Alors nous avons vu dans un chapitre précédent la Seconde Guerre mondiale en général. Nous allons à présent nous intéresser au cas français. Et la France, pendant la Seconde Guerre mondiale, connaît à la fois un effondrement, mais aussi une refondation républicaine. Et nous allons commencer par la défaite de mai-juin 1940, qui nous montre comment, justement, l'effondrement de la République a eu lieu. Alors tout commence, je le rappelle, avec, ici on le voit, l'invasion de la Pologne par les Allemands, le 1er septembre 1939. La France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne pour venir en aide à leurs alliés. Et commence une période qu'on a appelée la drôle de guerre, c'est-à-dire une guerre qui, finalement, n'en est pas vraiment une, dans la mesure où les armées ne s'affrontent pas, ne se combattent pas directement, mais elle prend fin, et de manière dramatique, avec l'offensive allemande de mai 1940, qui traverse le massif des Ardennes, qui contourne par conséquent la ligne Maginot, et qui fait justement usage de la stratégie du Blitzkrieg, c'est-à-dire l'usage combiné des blindés et de l'aviation, permettant ainsi aux armées allemandes de prendre de vitesse les armées françaises et britanniques, et de réaliser ce que Churchill a appelé le coup de la faucille, c'est-à-dire le fait de prendre à revers en fait les armées, de les bloquer, de les contraindre à reculer, et en les empêchant surtout de porter secours à leurs arrières. Et donc cela permet aux Allemands de foncer directement vers Paris. Pendant ce temps, la population civile prend la route de l'exode. Ce sont des millions de Français qui fuient l'avancée allemande, et cela accroît le chaos de ce mois de mai et début juin 1940. Si bien que le 14 juin 1940, la défaite est consommée, les Allemands défilent à Paris, c'est donc la fin de la guerre. Du moins, c'est ce que le maréchal Pétain va demander. Le maréchal Pétain illustre une des deux attitudes face à la défaite, c'est la reconnaissance bien de cette défaite, qu'elle est totale, et que par conséquent, il faut demander l'armistice auprès des Allemands. Le maréchal Pétain, qui est devenu président du Conseil, demande l'armistice le 17 juin 1940. Et le 18, le lendemain, le général de Gaulle, qui a rejoint Londres, lance lui au contraire un appel à poursuivre le combat. Il considère que la bataille de France n'est précisément qu'une bataille, que la guerre n'est pas finie, que la France peut s'appuyer sur son empire colonial, et que la guerre de toute façon a une dimension mondiale, ce qui est vrai. Le régime de Vichy est le régime mis en place par le maréchal Pétain, et nous allons étudier maintenant quelles sont ses caractéristiques. Alors dans un premier temps, si le maréchal Pétain prend le pouvoir, c'est en fait parce que le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, lui accordent les pleins pouvoirs qui vont lui permettre de bâtir un nouveau régime. Donc c'est la République qui se saborde. Le régime de Vichy, pour commencer, est un régime autoritaire. L'essentiel du pouvoir repose entre les mains du maréchal Pétain et de ses ministres. Nous ne sommes par conséquent pas du tout dans un cadre ni républicain, encore moins démocratique. Cela s'apparente beaucoup plus à une dictature. Ce régime s'appuie, ou plutôt tente de s'appuyer, sur une idéologie réactionnaire, comme le montre la nouvelle devise. La nouvelle devise, travail, famille, patrie, c'est-à-dire la France ancienne, la France des valeurs du passé, la France dont la terre, elle, ne ment pas, toutes ces valeurs qui renvoient à une France finalement d'avant la révolution industrielle et même la révolution française. C'est d'ailleurs ce que le slogan Révolution nationale essaye de faire valoir, c'est-à-dire des valeurs qui, on l'étudiera, cette affiche est justement célèbre pour cela, des valeurs qui prennent le contre-pied de ce que la France a connu depuis 2 siècles. Enfin, dernier aspect odieux du régime de Vichy, son antisémitisme, qui n'est pas simplement une soumission vis-à-vis de l'Allemagne, c'est une initiative propre, et notamment le statut des Juifs d'octobre 1940, qui fait des citoyens français juifs des citoyens de seconde catégorie, qui sont exclus. Et puis, le maréchal Pétain engage plutôt la France dans une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie, comme le montre ici l'entrevue de Montoire en octobre 1940. L'économie française est donc mise au service de l'effort de guerre allemand. Le service du travail obligatoire va ainsi, à partir de 1942 et 1943 surtout, envoyer beaucoup de jeunes Français dans les usines d'armement en Allemagne. Et puis, le régime de Vichy va également traquer, à travers la milice, les résistants, les opposants, de manière à lutter aux côtés de l'Allemagne nazie. Alors justement, la résistance, qu'a-t-elle réalisé? Eh bien, elle a contribué, et c'est ce que nous étudierons, à la refondation de la République.
Alors tout d'abord, il y a l'homme du 18 juin, le général de Gaulle, celui qui a dit non, et qui réunit une petite armée au départ, qui ne cessera de grossir, notamment grâce aux contingents africains, les forces françaises libres, et qui s'illustreront sur de nombreux théâtres d'opération. En France, sur le territoire, en zone occupée et en zone libre, et puis comme de toute façon après ça sera la zone occupée sur tout le territoire, il y a des différents mouvements de résistance. Ils sont divisés au départ, ils organisent des coups de poing à travers les réseaux, mais ils sont divisés. Et justement, cette faiblesse de la résistance, c'est le rôle de Jean Moulin d'y pallier en réalisant l'unification à travers le Conseil national de la résistance, faire en sorte aussi que ces différents mouvements de résistance reconnaissent de Gaulle comme leur chef. La résistance, à travers notamment les forces françaises de l'intérieur, participe activement à la libération du territoire. Leur rôle est très important, on le verra. Et cela permet au général de Gaulle non seulement de se présenter comme le chef légitime de la République lorsqu'elle est restaurée, et donc du gouvernement provisoire de la République française. On le voit ici défilant sur les Champs-Élysées le 26 août 1944. Mais la résistance s'est accompagnée d'une épuration sauvage, c'est-à-dire qu'elle s'en est pris aux collaborateurs, mais on le voit parfois à travers des exactions, comme ici la tonte des femmes qui avait eu des relations avec les Allemands. Donc une page plutôt sombre de la résistance. Alors, la résistance va contribuer à la refondation de la République également avec la rédaction d'un programme, celui du Conseil national de la résistance. Nous en étudierons des extraits en classe. L'une des mesures phares, c'est le vote des femmes, dont on voit ici une image, une photographie. Et enfin, dans le domaine économique, sont réalisées d'importantes nationalisations, c'est-à-dire que les entreprises considérées comme appartenant au secteur clé de l'économie sont propriété de l'État. Ici, Renault, c'est une nationalisation sanction, puisque Renault a travaillé aux côtés des Allemands pendant la guerre. Enfin, nous lirons quelques extraits du préambule de la Constitution de la 4ème République, puisque, à travers des nouveaux droits, de nouveaux principes, c'est ce qu'on appelle depuis l'État-providence qui est ainsi mis en place.